Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche. C'est un conte glaçant au rythme haletant. L'histoire d'une nourrice meurtrière au visage d'ange. Après son trait remarqué Dans le jardin de l'ogre, son second roman Chanson douce a été sélectionné pour de nombreux prix littéraires. L'auteur confirme son style féroce et son habileté à contempler la violence et la dissimulation derrière l'apparente perfection. J'ai le plaisir de recevoir Leila Slimani. Bonjour Leila Slimani. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau de À l'affiche. Alors vous venez nous présenter Chanson douce, votre deuxième roman paru chez Gallimard. Alors Chanson douce, cauchemar, oui. C'est un drame autour d'un trio en apparence parfait, un couple bien sous tout rapport, leurs enfants adorables, une nounou idéale, Louise, mais qui va finalement assassiner les enfants dont elle a la garde. Alors, vous semblez nous dire que finalement, les apparences peuvent parfois trompeuses. Oui, bien sûr, les apparences sont trompeuses. Et puis, c'est un peu aussi la recette ou finalement ce qui fait la définition même du fait divers, c'est-à-dire l'arrivée de l'extraordinaire, du tragique dans un univers très banal, très quotidien. Et moi, je suis très attirée par ça. C'est finalement focaliser sur des univers qui nous ressemblent et essayer de comprendre comment un drame peut surgir dans ces univers qui nous paraissent prévisibles. Donc, se méfier de la perfection. Totalement. Et on comprend dès la première page que le piège, en fait, s'est refermé. Les enfants sont tués, c'est acté. C'est quand même très audacieux de commencer un livre par la fin. Pourquoi avez-vous choisi cette construction-là ? Pour deux raisons. D'abord, pour une raison narrative, c'est-à-dire pour harponner le lecteur, pour le rendre immédiatement très, très attentif, parce que le lecteur, il a une information qu'aucun personnage n'a, et donc il va avoir une lecture des événements, une lecture des personnalités, des psychologies, évidemment différente de celle des employeurs ou de celle de la nounou, et finalement, j'aimais bien cette idée que le lecteur devienne une espèce d'enquêteur et que pendant toute sa lecture, il y ait un regard très très aigu sur le moindre détail, le moindre comportement de Louise et qu'il soit constamment affolé. Et puis surtout, j'avais pas du tout envie de construire un livre qui serait basé sur le suspense un peu morbide autour de la mort des enfants. Pour moi, ça pouvait pas être le moteur du livre parce que c'était atroce et puis parce que je pense que le lecteur se serait pas du tout identifié au personnage ou n'aurait pas pu avoir d'empathie. Donc le fait de commencer par là me permettait d'une certaine manière d'évacuer cette question-là pour passer à autre chose. Et puis du coup, vous pouvez remonter le fil de cette mécanique fatale. L'un des ressorts psychologiques, c'est en fait la relation entre cette mère qui veut reprendre le travail et puis la nounou qui débarque dans sa vie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette façon d'explorer ce lien si complexe-là ? Je me suis rendu compte que c'était vraiment un lien très, très intéressant, d'abord très romanesque, et puis très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'incidences. Il y a des incidences sociologiques, sociales, économiques, politiques. Le fait qu'une femme soit obligée pour travailler de confier à une autre femme la garde de ses enfants, c'est quelque chose de quand même vertigineux parce qu'on engage quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Et on lui confie la chose la plus importante à ses yeux. Et ce lien-là, cette espèce de distorsion entre l'immense responsabilité qu'assume cette femme et puis finalement la faible valorisation sociale dont elle bénéficie, puisque les nounous, ça reste quand même un travail qui est très peu valorisé socialement. Ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, au centre de cette relation, il y a la question affective, il y a la question de la tendresse pour les enfants. Et donc, il y a une espèce de concurrence aussi, de compétition dans les sentiments entre la mère, qui veut rester la mère et la plus aimée, mais qui veut en même temps que ses enfants aiment quand même cette femme qui est une étrangère. Donc tout ça est très ambigu et donc propice à l'écriture d'un roman. Oui, très ambigu, puis du coup ça crée des forces invisibles comme ça qui viennent travailler. Alors ce roman se lit comme un thriller, il y a du suspense. Vous distillez comme ça par petites touches dans le roman quelques indices de la dérive vers la folie de la nounou. Alors on voit quelques maniaqueries, des petites violences plus ou moins feutrées, des provocations et puis aussi des intrusions dans la vie de ce couple. Et pour en savoir plus sur votre écriture, on est allé à la rencontre d'un écrivain que vous connaissez qui lui a 22 livres à son actif. Il a beaucoup aimé vos deux fictions. Et on lui a demandé ce qui faisait la force de Chanson douce. On l'écoute au micro de Noureddine Béziou. La force, en tout cas la qualité de Leila Slimani, c'est de savoir tenir le lecteur
tenir son récit. À la limite, on pourrait dire que c'est du Patricia Highsmith, du Hitchcock, même du Chabrol. Paul Morand disait « Tout écrivain possède sa longueur d'onde ». Ok ? Donc elle a la sienne. Ça se définit pas, ça s'appelle un style. Bah, je suis très, très émue de voir ça, mais ça me fait très plaisir, très flattée aussi. Longueur d'onde, c'est beau. Oui, c'est très beau, c'est très beau. Puis je crois effectivement qu'il y a quelque chose aussi d'indéfinissable dans le style. J'aime bien aussi cette idée-là qu'on ne puisse pas toujours définir, enfermer, catégoriser, que la littérature ou l'art en général, c'est aussi quelque chose d'indicible parfois. Ouais. Et Labro, en fait, il mentionne Chabrol, ce cinéaste en fait qui montre comme personne en fait le monde bourgeois qui parfois vient à déraper, notamment dans La Cérémonie. Dans le roman Chanson douce, il y a vraiment un écart de niveau de vie entre celui de la nounou et celui des parents. Est-ce qu'on peut lire votre histoire aussi avec un prisme social, peut-être de lutte des classes ou d'inégalité sociale? Oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé au fil de l'écriture du roman, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces gens sont un peu le prototype ou l'archétype des bobos d'aujourd'hui, des bobos parisiens, c'est-à-dire des gens qui ont des valeurs sociales très positives, hein. Ce sont des gens bien, de manière théorique. Ouvert. Des gens ouverts, des gens tolérants, des gens qui ne méprisent pas ceux qui sont plus pauvres qu'eux, des gens qui sont contre la guerre, la misère, le racisme, enfin voilà. Mais en même temps, ce sont des gens qui confrontent très très rarement leurs valeurs à la réalité. C'est-à-dire ce sont des gens qui connaissent peu la mixité sociale, qui fréquentent pas beaucoup d'étrangers. Et donc, quand ils se retrouvent confrontés à une nourrice et donc à une femme beaucoup plus pauvre qu'eux, d'un milieu totalement différent, il y a des frictions auxquelles on ne s'attendait pas. Et d'ailleurs, il s'inquiète pas tellement en fait de sa condition, de sa vie. Oui, parce qu'ils veulent maintenir aussi une frontière. Ils se retrouvent pour la première fois de leur vie patrons. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que ce sont des bobos qui n'ont jamais confronté leurs valeurs à la réalité, ce sont aussi des gens qui n'ont jamais eu l'habitude de la hiérarchie, parce qu'on les a élevés dans cette idée que tout le monde est égal, tout le monde est pareil. Sauf que tout ça est un vaste mensonge. La réalité du monde, tout le monde le sait quand on travaille, quand on se frotte au monde, on se frotte aussi à la hiérarchie, au pouvoir. Et ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à assumer cette position de patron et qui donc vont être très très maladroits et vont être constamment dans une forme de fausseté dans leur relation avec Louise, puisqu'ils veulent se déculpabiliser d'être des patrons, et donc ça les amène à avoir des attitudes extrêmement artificielles. Ou parfois humiliante. Et parfois humiliantes, oui. Alors, dans votre précédent roman, dans Le Jardin de l'Ogre, qui avait été aussi très remarqué, vous dressiez le portrait d'Adèle, une jeune femme qui souffrait d'addiction sexuelle. Alors, Adèle, Louise, en fait, ce sont deux portraits de femmes dissimulatrices. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces portraits-là ? D'abord, moi, j'aime l'idée d'écrire sur le fait qu'on ne connaît pas les gens. Moi, je ne crois pas du tout qu'on écrive de la littérature parce qu'on comprend ces personnages ou parce qu'on comprend les êtres humains. Je crois que c'est exactement l'inverse. Plus j'écris et plus le mystère des êtres humains me paraît profond, insondable, terrible. Et je crois qu'on ne connaît pas les gens. On peut les aimer, on peut vivre avec eux, on peut essayer de les comprendre, mais en réalité, on ne les connaît pas. Et ce mystère-là, pour moi, c'est le cœur du roman, et c'est le cœur de la construction de mes personnages. Et puis ce sont des personnages toutes les deux qui sont très très seuls. Je crois que la solitude, c'est aussi un des thèmes qui m'intéresse. Voilà, comment on peut se sentir extrêmement seul et ne pas réussir à sortir de ce sentiment de solitude. Ouais, et alors du coup, dans Le Jardin de l'Ogre, vous décrivez quand même une certaine forme de liberté sexuelle. Vous avez fait une tournée au Maroc, une tournée littéraire. C'est le pays de vos racines et puis de votre jeunesse. Comment est-ce que ce livre a été accueilli là-bas ? Il a été très bien accueilli, vraiment très bien. Je crois que ça avait été précédé aussi d'un bon accueil en France, et donc les gens se sont dit, il y a quand même une qualité littéraire, ça n'est pas quelqu'un qui cherche juste à être dans le scandale ou dans un discours cru pour le discours cru. Donc ça, je pense que c'était important aussi. Et puis, on parlait de dissimulation et d'apparence. Le Maroc, comme d'autres pays musulmans, c'est un pays où beaucoup de gens vivent leur sexualité de manière un peu schizophrénique, de manière parfois hypocrite, c'est-à-dire qu'on a un visage pour le public, un visage social, et puis on a un visage privé. Il est très difficile parfois d'allier les deux ou de dire véritablement qui on est. Donc je crois que ça a peut-être aussi touché les gens parce que ça parle d'une certaine façon de ça. De leur société, oui. La sexualité des femmes marocaines, elle vous intéresse, Leïla. Vous avez mené des entretiens sur ce sujet et un livre tiré des rencontres que vous avez faites au Maroc sera publié bientôt. Quelles réflexions sous-tendent ces entretiens ? Moi,
moi, ça m'intéresse parce que je pense que c'est éminemment politique. Je pense que le fait de ne pas avoir de droits sexuels, c'est-à-dire le fait que les relations sexuelles hors mariage soient interdites, que l'adultère soit puni de prison, l'homosexualité, l'avortement également puni de prison, je pense que ça a une incidence sur la construction du citoyen. Quelqu'un qui n'a pas de prise sur son corps, dont le corps est l'objet finalement d'une forme de suggestion de la part de l'État, est forcément un citoyen un peu humilié. C'est un citoyen qui doit se cacher, c'est un citoyen qui n'est pas totalement digne, et puis c'est un citoyen, surtout une citoyenne, qui ne bénéficie pas de sécurité dans sa vie sexuelle, parce que évidemment, à partir de là, les agressions sexuelles sont plus faciles, les pressions que peuvent exercer les hommes sur la sexualité des femmes sont plus faciles aussi. Donc je crois qu'il faut le prendre d'un point de vue, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la morale, c'est même pas la question de la religion, c'est vraiment comment politiquement aujourd'hui on peut construire une démocratie dans ces pays-là alors que notre corps ne nous appartient pas. Ouais, comme un combat, en fait. Voilà, exactement. Un combat courageux. Avant de nous quitter, Leïla Slimani, je vous ai demandé de venir accompagner d'une recommandation culturelle. Vous avez choisi le dernier film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que j'ai beaucoup aimé le film, parce que j'ai trouvé que Emmanuel Berco réussissait quelque chose de très difficile, c'est de raconter l'histoire d'une lanceuse d'alerte, d'une femme passionnée, sans en faire un personnage caricatural de passionnariat, comme on peut voir dans certains films américains, avec des grands monologues et justement des choses morales, etc. Elle construit un personnage très très original, avec parfois des côtés même burlesques, et donc auquel on s'identifie beaucoup, un personnage qui nous ressemble, voilà, qui n'est pas au-dessus de nous, et ça j'ai beaucoup aimé. Et c'est un autre combat, donc. Voilà. Merci beaucoup. Merci Leïla à vous. Slimani. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Chanson douce, chez Gallimard, et puis aussi donc Sexe et mensonges aux arènes en janvier. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à tous les enfants terribles du service culture qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se quitte avec un extrait de la bande-annonce du film d'Emmanuel Berco que vous nous recommandez, Leïla, La fille de Brest. À très bientôt. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe ce médoc, réveillez-vous les gars. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces. Pas de panique. J'arrête, c'est fini. J'ai pas les épaules. Je n'en peux plus. Nous avons un résultat surprenant.